troisième jour, ça va, on n'a pas trop mal dormi. On est déjà en train de remballer la tente. Cheyenne continue sa nuit un peu. Drogo, lui, est une énergie incroyable. Il a déjà démarré les travaux là-bas. Et puis Méro, lui, il flâne. Il regarde s'il ne reste pas des petits bouts par terre. Pourtant, ils ont plus faim. On leur sort les croquettes, mais ils en mangent, hein, mais ils mangent moins que ce que j'avais prévu comme croquettes. Donc, finalement, je crois qu'on a emmené plus de croquettes que prévu. Mais bon, c'est mieux d'avoir plus que de manquer. Bon, allez, on remballe tout ça et on décolle. Bon, on a repris la route. On est sur un tout petit sentier en pleine cambrousse. En fait, moi, j'ai que ma trace GPS et j'ai pas les autres chemins sur la carte. Les autres chemins ont quasiment tous disparu. Donc, et même sur la carte, le chemin sur lequel j'ai fait ma trace GPS n'y est pas là. Il est pas sur la carte. Donc, on est vraiment sur un chemin, une sorte de petit chemin abandonné par lequel je pense pas beaucoup de gens passent. Si c'est pas un chemin de randonnée, les signes de randonnée qu'on a vus, c'était genre c'est pas par là quoi. Une croix ou un sens interdit. Donc là on est un peu dans l'impro. Allez, je vais pas trop filmer parce qu'il y a plein de chemins qui partent dans tous les sens. Non, c'est bon, ça continue tout droit. Mais c'est vraiment par contre c'est vraiment dans un coin c'est magnifique. Je pense qu'on va avoir une belle vue tout à l'heure. Là le but c'est d'arriver au barrage et au bon endroit du barrage surtout parce qu'on est déjà arrivé hier au barrage. On va pas diverger comme hier, on va essayer d'arriver au bon endroit. Bon là on a continué à descendre en faisant des boucles à travers bois. Le chemin est à moitié obligé de se le frayer. En fait il y a un chemin mais il n'est pas du tout entretenu. Il y avait des arbres, on a été obligé, des arbres couchés. Des arbres qui sont tombés à cause des tempêtes et comme le chemin n'est pas entretenu, on a dû les enjamber. Et là je pense qu'on arrive au barrage de Chastin. Là, je ne sais pas si vous voyez à travers les arbres, on voit la Dordogne. Et là, donc, on se dirige vers le barrage de Chastin qui, j'espère, cette fois-ci, on va pouvoir le traverser. C'est parti. Bon, cette fois, on est sur la bonne route. On se dirige vers le barrage de Chastin. À notre gauche, la Dordogne. Donc, on va longer la Dordogne pendant un petit moment. Et puis après, a priori, on devrait, j'espère, pouvoir traverser le barrage. Je dis j'espère, franchement. J'espère qu'on peut le traverser à pied, là. Normalement, oui. C'est parti. Ça y est, on arrive là. Derrière cette petite croix là, vous pouvez voir. Je vais essayer de zoomer un peu. On a le barrage de Chastin là derrière. Donc a priori, on va pouvoir traverser. On est sur la bonne route. Enfin. C'est parti. Vous voyez la tour hier où je vous ai dit... on pourrait faire un urbex, ça a l'air abandonné. Elle est juste là. Et hier, nous, on est arrivé en se trompant de chemin, donc on a rejoint cet endroit-là en se disant qu'on allait pouvoir passer. En fait, on est arrivé de l'autre côté de cette tour et il y a une falaise. On pouvait pas descendre. Donc là, c'est bon. Nous sommes du bon côté là. Allez, en avant. On va traverser ce barrage. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. La vidéo, ça a coupé. Donc je disais, on traverse le barrage de Chastin là et on se rend au Tour de Merle. Donc c'est un ancien site médiéval, c'était des tours de surveillance en fait, de mémoire là, je me rappelle plus exactement. Mais c'est vraiment un endroit magnifique. Et j'espère qu'on arrivera 2 jours et que je pourrai un peu les filmer. Et puis on verra si on fait la visite à l'intérieur ou pas. On verra ça sur place en fonction de notre état de fatigue, en fonction de l'heure, en fonction d'un tas de paramètres. Voilà, allez, on va continuer. Voilà, j'ai ma vidéo d'avant qui a foiré, elle n'a pas été prise. Et donc là, je vous refilme un peu le barrage. Donc là, c'est le côté où l'eau, elle descend pour produire de l'électricité. Et là, de l'autre côté, vous voyez, on a l'eau qui est retenue. Et en fait, l'eau passe dans des turbines. Ça fait tourner ces turbines. Et puis en tournant, ça produit l'électricité. Et là, vous voyez toute la centrale électrique du barrage de Chastin.
Donc voilà, je sais pas pourquoi ma vidéo avant n'a pas fonctionné. Il y a des petits bugs avec le stabilisateur d'image et puis ça appuie des fois sur certains boutons. Donc voilà, je vais regarder encore un peu le barrage parce que celui-là on aura cherché à le traverser. Allez, c'est parti, on va continuer notre chemin. Je crois que ça continue par là. A priori, on va prendre la route qui monte. Allez, c'est parti. Petite cascade d'eau. Je ne vais plus utiliser le stabilisateur parce que ça, il y a des espèces de bugs. Et ça me coupe les vidéos pendant que j'enregistre et je le vois même pas. Donc du coup, je vais... Tant pis pour la stabilisation de l'image. Allez, pause bar. Bar à toutou. De la bonne eau de rivière bien fraîche. Voilà. Non, bah... Qui pisse dans la rivière. Bonne... Attention Drogo, ça arrive vers toi. Allez, on y va. Vous voyez, sur le chemin, là, c'est fréquent qu'on soit confronté à des trucs comme ça. Des arbres qui soient complètement effondrés au milieu du chemin. Je ne les ai pas tous filmés parce qu'il y en a qui étaient super galères à passer. Là, ça grimpe pas mal. On se rend à Séverine-le-Cajot. Non, Servières-le-Château. Servières-le-Château, c'est ça. Là, on se rend à Servières-le-Château. C'est parti en avant. Là, je vais couper parce qu'il y a des petites branches qui dépassent. J'ai pas envie de me les prendre dans la tronche. Ouais, là, c'est ouf, quoi. On arrive dans un endroit magnifique avec ce rocher magnifique. Une espèce de petite chapelle devant. À droite, là, on entend une cascade. Franchement, le lieu est incroyable. Incroyable, là, d'arriver comme ça, là. C'est vraiment époustouflant. Allez, regardez-moi ce décor, quoi. C'est magnifique. Je sais pas si vous entendez Drogo qui couine derrière la chapelle, ça, il est là-bas. Il est là-bas. Et là, il y a la cascade. Je sais pas si on peut la voir, la cascade. Non, malheureusement, je la vois pas d'ici. On va continuer, on la voit peut-être de l'autre côté de la chapelle. C'est trop beau. C'est trop beau. Je pense qu'on va la voir, la cascade, parce que le chemin a l'air de passer à côté ou peut-être même sous la cascade. Bon, la chapelle est fermée, elle. Je pense pas qu'il y ait souvent des gens qui viennent l'ouvrir, cette chapelle. Il doit y avoir des petits trucs organisés de temps en temps. Et bon, là, je vais vous laisser parce que c'est un peu... Je vais refilmer après, parce que là, ça va être un peu dangereux, la descente avec les chiens. Bon, on voit juste une toute petite partie de la cascade là-bas. Je sais pas si vous voyez à travers les arbres, mais c'est une petite partie, en fait. Parce qu'après, ça vient se jeter encore plus bas. Et donc là, je crois, on la contourne vraiment. Il va peut-être y avoir un pont pour traverser le courant d'eau. Ah, dans l'écran, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte de ce que ça rend à l'image. Alors, on va avancer, on va continuer à avancer. Alors, les chiens, au début, ils avaient une ligne de cou. Ils étaient attachés au collier l'un à l'autre. C'est souvent comme ça que sont attachés les chiens sur un attelage de traîneau. Et moi, j'avais testé ça parce que Méro, à droite, là, donc, n'arrête pas de changer de côté. Un coup, il passe à droite de Cheyenne, un coup, il passe à gauche de Cheyenne. Et en fait, j'avais mis la ligne de cou pour que ça ne se fasse pas. Mais en fait, il arrive quand même à le faire parce que la ligne de cou est trop longue. Et donc, je l'ai retiré. Et puis finalement, bon bah, il fait sa petite vie. Il passe un coup à droite, un coup à gauche. Tandis que Cheyenne, elle trace en ligne droite, quoi. Elle est vraiment, c'est une locomotive. C'est-à-dire qu'elle dort bien la nuit. Méro, lui, c'est simple. À chaque petit arrêt qu'on fait, même si on s'arrête 10 minutes, il se tape une petite sieste. Il se couche, il dort directement. Et après, quand ils sont qu'on se relève, bah, ils sont impatients de repartir. Donc allez, magnifique endroit. On continue notre périple, donc vers les Tours de Merle. Je vous dis, un endroit extraordinaire, visuellement extraordinaire.
on y va. Voilà, là la première partie de la cascade qu'on voyait de loin tout à l'heure, en fait ça tombe dans un espèce de bassin qui contourne la chapelle qu'on a pu voir tout à l'heure. Et ensuite il y a une seconde cascade qui elle n'est pas visible, on la voit pas mais on l'entendait vachement bien. Donc putain, franchement là je vous jure, j'ai envie d'aller me mettre en dessous. On peut pas, c'est trop dangereux, mais j'ai envie d'aller me passer sous l'eau là, d'être entièrement trempé d'eau fraîche, parce que ça cogne bien aujourd'hui, il fait bien chaud. Il fait bien chaud, mais on n'est pas souvent au soleil, on est tout le temps... j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle qu'on ne soit pas souvent au soleil, parce que on est plus au frais, mais c'est en même temps une mauvaise nouvelle parce que le panneau solaire se recharge pas. Et là, la grosse batterie, hier soir j'ai rechargé mon téléphone à 100% avec, il était quasiment vide. J'ai rechargé le téléphone de Stella aussi avec, on l'a rechargé qu'à 50% du coup son téléphone, parce que je voulais garder au moins 20% de batterie de sécurité. Puis finalement je crois qu'il restait 15% quand on est reparti là. Et comme on est très peu au soleil, je pense que ça a très peu rechargé. Mais bon, à servir le château, donc là où on se rend, j'espère que je vais pouvoir poser le sac un peu au soleil, le temps qu'on aille se ravitailler, prendre un peu d'eau aussi, parce qu'on a un filtre à eau adaptable sur des bouteilles, une espèce de paille adaptable sur des bouteilles. Et finalement, les bouteilles qu'on a pris, le filetage du bouchon ne correspond pas à celui du filtre à eau. Ça correspond plus le filetage pour des bouteilles de soda, bizarrement, plutôt que des bouteilles d'eau. Donc, je sais pas, peut-être on va essayer de trouver une bouteille d'eau avec le même filetage. Je crois que les Badois, c'est le même filetage. Qu'on va voir, essayer de se prendre une bouteille de Badois pour pouvoir filtrer de l'eau. Parce qu'on n'a pas filtré d'eau encore depuis qu'on est parti, et je vous avoue qu'hier soir ça nous aurait été bien utile de pouvoir filtrer de l'eau, parce qu'on avait un point d'eau à côté mais l'eau était dégueulasse, et donc du coup on a utilisé la fin de notre eau propre. Voilà, le pont que j'avais anticipé, parce que oui, il faut bien traverser cette rivière aussi. Vraiment magnifique, hein, putain. Ah, rien que pour des moments comme ça, ça vaut le coup d'en chier en fait. Cheyenne, c'est sa petite pause. Elle est vaillante ma fille. Allez, c'est bientôt la pause, t'inquiète. Elle est déjà repartie en fait. Je lui dis, elle est vaillante, elle est repartie. Attends, bon, je vous laisse parce que là je me fais traîner. De rochers taillés là aussi, je sais pas ce que c'est. Mais alors, t'es déjà là toi? Je vais lui virer son sac là, parce que même si ça n'a pas d'incidence, le fait qu'il penche sur son dos tout le temps là, moi ça me saoule, je vais lui virer. Je vais le prendre son sac. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bouteille, je vais découper le cul de la bouteille, et puis après on va ramasser de l'eau à la cascade là dans la rivière où on est, et je vais la boire avec cette paille Fit 30 Metadrop. Alors c'est pas un placement de produit encore, c'est un truc que j'ai acheté ça. Et c'est la première fois que je vais la tester, cette marque de filtres qui sont pas très chers, mais j'ai regardé les commentaires, les gens ont l'air très satisfaits de ce filtre. Donc plutôt que de devoir se mettre en mode paille directement à boire dans la rivière, et donc de devoir être à quatre pattes, eh bien on va remplir un petit peu le cul de la bouteille, et puis on va boire directement là-dedans. En fait, le truc dont je vous parlais, le pas de vis là, ici, ne va pas sur cette bouteille. Sinon, on peut remplir les bouteilles directement et puis après filtrer l'eau qui est à la sortie de la bouteille. Voilà. Allez, du coup, j'y vais. Et je vais pas filmer ce passage-là parce que là, je vais descendre à la rivière, on va se poser un peu, on
On va boire, on va respirer un peu et je vais pas filmer. Donc je vous dirai après comment ça s'est passé, si la paille filtre bien. On va essayer de repartir. Bon, là on est dans Servières-le-Château et truc improbable, en fait, bon bah tout est fermé évidemment. Et mais truc improbable, c'est qu'on tombe sur un gars en fait qui était là avec il avait son bébé dans les bras. Et on lui demande donc s'il peut nous remplir les bouteilles d'eau. Et on discute un peu avec lui et il nous dit vous êtes passé par le chemin de croix parce que la chapelle que je vous ai filmée tout à l'heure en bas, donc s'appelle la chapelle Saint-Roch. Et bien juste derrière cette chapelle, quand on était au niveau du pont, vous avez vu, il y avait une croix et en fait derrière il y avait un chemin de croix. J'ai pas filmé parce que c'était un peu éprouvant, les chemins de croix en général c'est tout en montée. Et ben là ça n'a pas manqué. On était dans le sens où il fallait tout grimper. Et puis en fait derrière on discute un peu avec le gars. Et le gars nous dit c'est dommage que j'étais pas là en bas avec un fort accent belge. Il me dit parce que c'est moi qui ai les clés de la chapelle. Et donc on a discuté avec lui et il se passera peut-être un truc un jour dans cette chapelle. Je vous tiendrai au courant. Voilà, on est revenu sur un petit sentier nickel. Parce qu'on a pas mal marché là en bord de départemental. Bon, je disais tout à l'heure que le truc avec le panneau solaire, on n'était pas très exposé au soleil. Là, tout le long de la départementale, on était exposé au soleil. On s'est fait une pause à un moment, un petit bosquet d'arbres. On s'est fait une pause à l'ombre. Et là, on est reparti. Et je crois qu'il nous reste un peu plus de 10 km à faire avant d'arriver au Tour de Merle. Et je pense qu'on va recamper pour une nuit. Et on a emmené trop de croquettes. Ça, c'est un fait. J'ai toujours pas retiré la sacoche de Drogo qui pendouille, mais on va les retirer bientôt. Allez, on continue sur ce chemin. La caravane de loups. Vraie petite caravane. Oh, c'est une petite pause qu'on a trouvé, une magnifique petite source là. Donc on a ravitaillé en eau. Les chiens font leur pause à l'ombre. Ils ont leur petite gamelle d'eau aussi, ils ont bien bu. Et là on traîne un peu parce que l'endroit est vraiment magnifique. Il y a une petite maison là-haut, mais ça n'a pas l'air habité. Derrière moi il y a un champ. J'ai laissé mon sac en plein soleil pour que la batterie là se prenne un bon boost de charge. Et je pense d'ici 5 minutes on aura redécollé, mais là quand je les vois se reposer comme ça et que je les vois bien sages, là j'ai envie de rester 5 minutes de plus. Bon allez, on reprend la route tout à l'heure et il nous reste un peu moins de 10 km, mais je pense qu'on va s'arrêter quand même pour passer la nuit à proximité des Tours de Merle, histoire de pouvoir les filmer demain au moins. Et peut-être faire la visite intérieure. Je dis bien peut-être parce que ça ouvre à 15h. Mais je pense qu'on sera... ou 14h. Je pense qu'on sera dans les temps pour l'ouverture. À ce moment-là, ça dépendra vraiment de si... parce que je crois que c'est pas possible de visiter les Tours de Merle avec des chiens. Donc ça dépendra vraiment de si on peut laisser les chiens à l'extérieur, tout ça à l'ombre évidemment. Donc ça va dépendre de pas mal de trucs, on verra. En fonction des différents facteurs, on verra si on va rentrer à l'intérieur pour filmer les Tours de Merle. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, Drogo, hop, j'ai viré sa sacoche. En fait, ça le déséquilibrait pas, mais j'en avais marre de voir cette sacoche pendouillée. On lui a viré la sacoche. Ça, il est peinard. Là, on traverse vraiment des endroits magnifiques. Alors, hier, autant c'était une journée catastrophique parce qu'on a fait n'importe quoi au niveau de l'itinéraire. On s'est retrouvé à faire les fous autour du barrage, là. Qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée kiffante et magnifique. Là, on prend du plaisir là, à avancer et à s'arrêter aussi. On prend vraiment du plaisir à l'aventure là pour le coup.
Ah, j'ai pas regardé l'actualité encore aujourd'hui, mais je me dis que pendant que les gens sont en train de manifester comme des cons, nous on est en train de kiffer avec les loups. J'adore voir ça là. Petite caravane de loups là qui avance. Ça fait kiffer. Et je regarderai un petit peu ce soir ce que ça donne. Enfin bon, c'est à peu près déjà, hein. Tiens, d'avance. Je peux vous dire que ce soir, en fin de journée, il y aura des affrontements. Peut-être du côté de Paris, peut-être du côté de Nantes aussi. Peut-être dans d'autres villes. Mais de toute façon, dès qu'il y a une manif où les syndicats sont impliqués, tout ça, c'est systématiquement le bordel de toute façon. Et puis, dès que les syndicats sont impliqués, vous pouvez être sûr que le mouvement, il est mort. Voilà. Donc, je pense que ce mouvement, il est mort. On verra bien si je me trompe ou pas. Je ne donne que mon opinion. Je pense, de toute façon, avant même que ça démarre, hein, pour moi, c'était déjà foiré parce que c'est un truc qui vient de l'état profond, ce mouvement. On a bien vu, hein, on a regardé comment ça a émergé. On aurait très bien pu laisser ça reclus à Internet et ne pas en parler. Et finalement, les médias n'ont pas fait ce choix. Les médias ont choisi de faire vivre ce mouvement médiatiquement, certainement dans le but de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire faire croire au peuple qu'ils ont encore un peu d'influence sur ce qui arrive dans la politique du pays. Voilà, mais c'est juste une très belle manipulation, une très belle ingénierie sociale. Voilà, j'ai refait un résumé de mon opinion et puis on verra bien ce que ça donne. Vous avez vu hier sur la vidéo, quand j'avais filmé, on passe à un moment à côté d'un arbre déraciné. Eh bien, le chemin qu'on devait prendre hier, celui qui nous a fait se taper 10 km de plus autour du barrage, là, eh bien, ce chemin-là, on l'a pas vu parce que l'arbre tombé masquait un petit peu le chemin. Et nous, on a vu l'arbre, mais on n'a pas vu qu'il y avait un chemin qui partait à gauche. Et c'est pour ça qu'on l'a loupé. Donc hier, on est remonté jusqu'à cet endroit-là. Et puis après, on est reparti ce matin dans la bonne direction. Alors là, il me semble que c'est tout droit. Ouais, c'est tout droit. Là, je vous montre, j'ai un petit GPS de randonnée. Alors, je sais pas si la mise au point va se faire là. Voilà, c'est le iTrex 32X, ça fait un moment que je l'ai. Et dedans, c'est les fonds de carte OpenStreetMap. Donc, c'est les fonds de carte open source. Et bon, vu que j'ai fait mon tracé avant sur ordinateur et qu'après, je l'ai transféré dans ce GPS, ça va, on se débrouille pas trop mal. Il y a beaucoup de sentiers qui sont pas sur les cartes. Mais après, les cartes payantes chez Garmin, ça vaut une fortune. Et franchement, j'ai pas du tout envie d'investir là-dedans, quoi. Donc, quand vraiment j'ai un doute, je sors le téléphone et je regarde sur le téléphone la situation de la position où on se trouve et ce qu'il y a autour. Et puis ça fait très très bien l'affaire. Voilà. Mais sinon, ce petit GPS de randonnée, là, je le regrette pas parce que j'ai mis des piles dedans avant de partir, donc des piles neuves dedans, des alcalines, hein, pas des piles rechargeables. Après, j'ai quand même pris des piles alcalines, c'est Duracell 200% là, qui sont censées stocker plus d'énergie que des piles normales. Et franchement, ça fait quoi, 3 jours qu'on l'utilise. La batterie est encore à 100%. Donc le petit GPS de rando validé. Vous avez je crois que c'est Garmin i30. Ouais, il y a le Garmin i30 aussi qui est il y a juste la résolution de l'écran qui change, mais c'est vraiment pas gênant. Il y a le Garmin i30 donc il doit être un petit peu moins cher. Alors là, les prix, je sais plus, moi j'ai eu ça il y a des années là, donc je sais absolument pas quels sont les prix actuels de ce genre de GPS, mais il me semble que c'est un des plus légers et sincèrement très performant. Vraiment, après, pour que ce soit performant, il est vraiment nécessaire de faire son tracé avant sur ordinateur, parce que ça enregistre un tas de paramètres. Comme là, ça nous enregistrait les points d'altitude. Donc ça nous dit à chaque fois qu'on arrive à un point bas, et quand on arrive à ce genre de point, on sait qu'après on va monter, et ça nous dit quand on arrive à un sommet aussi, en altitude, et donc on sait qu'à partir de ce moment-là, on va descendre. Et ça, c'est pas mal. Ça permet de se préparer psychologiquement à ce qu'on va devoir affronter. Donc voilà. Et là, normalement, jusqu'au Tour de Merle, il y a quelques petites montées, mais tout le reste, c'est essentiellement de la descente. Ta Cheyenne, je vous dis, elle
En fait, elle est demandeuse encore, quoi. Même quand on s'arrête, quand on s'arrête, Drogo pionce. Mais Cheyenne, quand on s'arrête, Mero, ouais, pardon. Quand on s'arrête, Mero, il pionce. Drogo, il queen, lui. Mero, il dort, lui, directement. Dès qu'on s'arrête, il se fait une petite sieste. Et par contre, dès que je me relève et qu'on se prépare à repartir, eh bien, Cheyenne, elle est tout de suite, elle est au taquet, quoi. Elle est prête à repartir directement. Même elle se met à chouiner d'impatience. Et ça, pour ceux qui ont déjà fait du chien de traîneau, vous savez que les chiens, quand ils savent qu'ils vont partir, quand on leur met les harnais sur le dos, ils pètent un plomb, en fait. Ils pètent un plomb. Et eux, ben, c'est ça à chaque fois. Même quand je les emmène faire du vélo, en fait, dès qu'ils ont le harnais sur le dos, ils deviennent hyper impatients et ils pètent un plomb, ils hurlent, ils jappent, en fait. Les huskies, ça jappe. Et ils se mettent à japper et ça les rend complètement fous de savoir qu'ils vont partir tracter ou faire une balade. En tout cas, ils sont demandeurs d'efforts physiques. Voilà, et Drogo, comme je vous l'ai dit, il a plus sa petite sacoche parce que ça me gonflait de l'avoir, la sacoche. Voilà. Donc là, on continue d'avancer vers notre objectif, donc les Tours de Merle. Bon, on s'est trouvé un petit coin pour se poser. Là, il nous reste 6 km à faire pour rejoindre les Tours de Merle. Aujourd'hui, c'est Malouf qui a eu c'est Stella qui a eu le coup de mou. Donc on s'est arrêté, on s'est posé. Là, on a trouvé un petit coin sympa. On s'est un petit peu enfoncé dans la forêt pour se trouver un petit coin de camping. Là, il y a les deux gremlins qui sont en train de manger. Et puis après, je vais planter le campement. Et puis, Drogo, lui, pour l'instant, apparemment, il n'a pas trop faim. Donc, je pense qu'il mangera un peu plus tard. Voilà, bon allez, on va se faire on se repose un peu nous, après je vais planter le campement. Et puis demain, arriver à destination. Notre objectif, but de l'aventure. Et en fait, au total, on aura fait 56 km, je crois même un petit peu plus, avec le magnifique détour qu'on a pu faire du côté du barrage de Chastin. On a fait ce beau détour qui nous a coûté une journée de marche complète en fait pour rien, pour ne pas avancer. Mais bon, ça arrive. Ça arrive. Bon, voilà, le campement il est en place pour la nuit. On va passer notre dernière nuit ici. Ouais, je vous l'avais déjà montré sur Compostelle ça. Ils ont mis la tête du loup dans un triangle. C'est une tente de loup franc-maçon en fait. Oh mon pauvre vieux. Oh, il a 9 ans, il est très vieux, il est exténué. J'ai eu un message dans les commentaires de quelqu'un qui me disait que son berger allemand, je crois, il avait 14 ans, je crois. Et que ça allait bien encore, que oui, ça se voyait qu'il grisonnait, mais que son berger allemand allait bien encore, donc c'est cool, quoi. C'est cool pour lui, en tout cas. J'ai foutu le panneau solaire là-bas, là. Proche d'un arbre. Je sais s'il mange encore beaucoup de soleil. Moi, depuis tout à l'heure, là, j'ai réussi à regagner 10% sur la batterie. Après, comme je vous dis, c'est une grosse batterie, donc 10%, c'est pas rien. Ouais, et là, bon, c'est un peu effondré, là. Il a un peu changé de position. Je pense que ça charge encore un peu quand même, donc je vais le laisser. Là, on va se faire un petit repas. Donc, ça va être encore... là, vraiment, c'est autonomie complète, quoi. L'eau, on la trouve... il s'est arrêté une fois dans un magasin pour acheter des bouteilles d'eau. Pour avoir un peu plus de contenance. De contenant, du moins, pardon. Et puis, sinon, le reste du temps, tous les villages qu'on a traversés, il n'y a plus de commerce. Ouais, la France est en train... les campagnes en France sont en train de se désertifier. Putain, j'arrive même plus à parler, je vous jure, je suis exténué, j'arrive même plus à marcher, je suis dans un état de fatigue intense. Et là, là, on va aller manger. Et puis après manger, je referai une petite vidéo pour parler du concept dont on m'a parlé Stella hier, dont j'ai encore oublié le nom. Les coûts perdus. Le biais des coûts irrécupérables. Voilà.
Donc, je me suis penché un peu là-dessus, vite fait. Apparemment, à la base, c'est un concept d'économie. Mais tiens, je vais vous en parler maintenant rapidement. En fait, pourquoi justement ça l'a fait penser à ça, ce qui s'est passé hier, quand on a commencé à descendre. On a commencé à descendre, tiens, je vais aller filmer les loups, ce sera plus beau à l'écran. On a commencé à descendre en se trompant de chemin. Et on s'est dit, bon, vu ce qu'on a descendu, on va pas remonter pour essayer de récupérer notre chemin. On va continuer à descendre, on va essayer de retrouver notre chemin plus loin. Et en fait, c'était une mauvaise décision. Ce qu'on avait descendu était déjà irrécupérable. Et ce qu'on a continué à descendre derrière, c'était encore de la perte. C'était encore irrécupérable. Et apparemment, ça, c'est un concept à la base d'économie, où en gros, quand ta société, elle marche mal, et que tu as beaucoup investi dedans, et que tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais continuer quand même, en général, tu ne fais que creuser un peu plus les dettes que tu vas avoir derrière. Alors évidemment, il peut y avoir des exceptions. Évidemment que des fois, persévérer, même dans une mauvaise direction, ça peut exceptionnellement finir par payer. Mais en fait, c'est une évaluation de risque à chaque fois. Et là, hier, quand on a évalué, on s'est dit, bon, vu ce qu'on a déjà descendu, on va continuer à descendre. Et puis, c'était une mauvaise idée, parce qu'on a du tout remonter. On a fait pratiquement 12 km en plus par rapport à ce qu'on aurait dû faire, juste parce qu'à un moment, on s'est dit, on va pas faire demi-tour vu ce qu'on a déjà descendu. Et donc, à ce moment-là, on aurait dû mieux évaluer, se dire, en fait, on pensait vraiment qu'en bas, on allait pouvoir rattraper notre chemin. Et si en fait le tracé passait par en haut, à la base, c'était pas pour rien, c'est parce que c'était praticable. Et donc, on a pris une mauvaise décision. En fait, on aurait dû faire demi-tour. On aurait fait à peine, 3 km en plus. Et on serait reparti sur le bon chemin. Et on serait certainement déjà arrivé au Tour de Merle, d'ailleurs. Et cette mauvaise décision nous a fait perdre une journée complète, vraiment complète, quoi, parce que je sais pas, il doit y avoir 5 km qu'on avait parcouru le matin, qu'on a dû réussir à garder sur cette journée. Donc en fait, c'est une journée où on a avancé. En fait, au final, on a marché 17 km et en vérité, on n'en a parcouru que 5. Et donc ces 12 km en trop, c'est un coût irrécupérable. On pouvait déjà pas les récupérer, mais en fait, nous, on a grossi ce qu'on n'allait pas pouvoir récupérer de toute façon en prenant cette mauvaise décision. Donc voilà, le biais des coûts irrécupérables. Je veux dire, à la base, c'est un concept d'économie. Apparemment, il est très connu parce qu'il y a un cas d'école. C'était sur les avions Concorde. Et après, je me suis pas penché dessus vraiment. En profondeur. Moi, j'ai appris ça hier quand Stella m'en a parlé. Et donc, si vous avez des choses à ajouter par rapport à ça, vous pouvez vous faire plaisir dans les commentaires. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de commentaires sur la première vidéo, ça fait plaisir. Et puis, ça fait plaisir de voir que ça vous plaît, justement, ce changement un peu de... Bon, après, il y avait déjà eu Compostelle, donc vous êtes habitué à ça. Mais ce changement de style, là, et le fait qu'on soit parti avec toute la meute. Voilà, ça aussi, c'était un petit défi. Partir avec toute la meute, c'était vraiment le défi à accomplir. Et Cheyenne, elle pète la forme. Franchement, moi je la vois, elle tracte, elle est hyper demandeuse. Alors le seul moment où elle est un peu excitée, c'est le matin quand on part. Voilà. Quand on se lève le matin et qu'elle sait on va décoller, et bien à ce moment-là, ouais, elle commence à japper un peu et elle s'excite. Sinon, le reste du temps, elle est parfaite. Elle est adorable. Elle a un rythme super régulier. Elle est j'entends des trucs derrière moi. Je vais aller voir ce que c'est. Elle est vraiment impeccable. Bon, après, en randonnée, elle était déjà habituée. Je fais des fois des randonnées sur une journée. Et elle était déjà habituée à marcher derrière moi dans les descentes et devant moi dans les montées. Et ça, c'est un truc que je recommande à tout le monde. Si vous randonnez avec votre chien et qu'il doit être attaché, ou si c'est un chien de traîneau comme ça et que vous pouvez vous en servir aussi pour... dans les montées, elle aide bien. Dans les montées, elle tracte un peu. Voilà, c'est un peu mon vélo électrique à moi. Et ouais, par contre, dans les descentes, c'est très dangereux, le chien qui tire devant, parce que évidemment, il peut vous embarquer dans la descente. Et sur ça, Mero, il sait le faire depuis très longtemps. Drogo, il a appris à le faire sur Compostelle. Et elle, je lui avais appris lors de balades, et elle le fait super bien. Dès qu'elle voit qu'on est en descente, je lui demande de passer derrière moi, et elle passe derrière. Et puis, elle m'évite de me viander. Ah bon, voilà. Allez, on va aller manger parce que je crois que Stella, elle crève de faim. Là. Allez, moi aussi, ça commence à creuser.
Hugo il vient de manger son Dentastix dans la tente parce qu'ils se sont tous endormis, puis j'ai oublié de leur donner le Dentastix. Donc les huskies l'ont eu dehors. Et lui, du coup, il l'a bouffé dans la tente. Puis bon, il a léché le matelas. Enfin bon, c'est juste pour vous dire bonne nuit. Là, je vais lui retirer son harnais pour dormir. Je crois. Il a dormi avec hier. T'en fous, toi? Tu t'en fous? Ça change que dalle pour toi. Ah, pas les lumières dans les yeux. Donc ouais, là ça va être juste pour vous dire bonne nuit. Faire un gros bisou à tous, vous dire bonne nuit. Donc normalement demain on arrive au Tour de Merle. Voilà, on y sera demain, je pense en début d'après-midi, largement. On a même hésité à dormir à la Belle Étoile, et finalement on s'est dit non, comme ça il n'y aurait pas eu le campement à remballer le matin. Mais finalement on s'est dit non, on va être quand même plus confortable à dormir en intérieur, avec les insectes et tout. Je suis pas sûr qu'on aurait passé une super nuit. Enfin, que les loups ils dorment à la Belle Étoile, mais ils ont l'habitude, ils sont équipés pour quoi. Ils sont équipés pour des températures à moins 20 degrés. Donc, le gros il dort avec nous. Bon allez, bisous, je vous laisse, j'ai encore tout le montage à faire. Bisous, bonne nuit, à demain, ciao.